Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincues que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leur point commun à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître Agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode d'Agoyamam, je suis ravie d'accueillir une personne que j'admire beaucoup pour son travail de coaching et de mentoring, Chloé. Vous la connaissez peut-être sous le nom de Chloé Bloom. Chloé est aujourd'hui coach et mentor et tente par son travail de guide d'emmener sa communauté vers une forme d'épanouissement et d'accomplissement de soi. Sa communauté représente aujourd'hui plus de 134 000 personnes qui suivent activement son travail sur son Instagram Chloé Bloom. Aujourd'hui, Chloé va nous parler de son métier, ou plutôt de sa vocation, le coaching, de sa méthode d'épanouissement personnel, Bloom et Rise, et va également nous partager sa vision du développement personnel et de la psychologie positive dans notre société actuelle. Salut Chloé! Salut Marion, merci beaucoup pour cette invitation. Écoute, merci à toi d'avoir répondu présente. Agoyamam est une toute petite communauté aujourd'hui, on espère la faire grandir. Et c'est vrai que voilà, nous, la préoccupation d'Agoyamam, c'est la santé mentale, le développement personnel et puis réussir à se donner du courage pour aller au bout de nos projets. Ce Donc que j'aime. c'était une évidence qu'il fallait que je t'interviewe. Alors, bon, Chloé, j'ai l'impression que toi, le coaching, le mentoring, c'est de véritables passions, voire même une vocation. Est-ce que tu me confirmes ce point? Alors, le mentoring, oui. Le coaching, je découvre peu à peu que c'est pas que je suis pas faite pour ça, c'est que c'est quelque chose par la suite que, en fait, j'ai envie de m'entourer de coachs, notamment, par exemple, tu vois, dans mon coaching Rise, qui est pour le moment le premier coaching de dev perso que j'ai créé, je me suis entourée d'une coach parce que coaching et mentoring sont des choses qui sont très, très différentes. Et en fait, je me rends compte que ce que je préfère faire, c'est vraiment inspirer les gens, enseigner, mais que d'être constamment, 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 par exemple, en train d'aller chercher les gens vraiment pour les pousser jusqu'au point B, c'est quelque chose, moi, qui me draine énormément d'énergie. Donc, c'est vrai que je m'entoure de coachs, tu vois. Mais de manière générale, c'est vrai que créer des coachings et créer des déclics dans la tête des gens, c'est une vocation, ça, c'est clair et net. Ça, c'est Ouais. clair. T'as toujours été dans cette voie ou ça a été une reconversion? Absolument pas. Ah non, non, c'est vraiment un virage à 180. En fait, moi, à la base, j'ai un parcours scientifique, donc j'étais vraiment, partie pour être botaniste, tu vois? J'ai fait des études de bio et cetera et puis, hem et puis, en fait, enfin, un déclic de fou, j'avais un petit job pendant mes études, enfin, tu vois? Le job étudiant dans le commerce, dans la vente, prêt-à-porter, enfin, voilà et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais le contact avec les gens et que Mmh. j'aimais, leur parler et que j'avais vraiment un super truc pour la vente, en fait et je me suis dit: «Mais en fait, c'est hors de question que je termine, rat de laboratoire» entre guillemets, Mmh. parce qu'en fait, je me rends compte que j'aime vraiment trop le contact avec les gens. Donc j'ai repris, en fait, j'ai fini ma licence, j'ai fait une 2e partie, en fait, de licence d'études, dans tout ce qui était, un peu, donc il y avait commerce, marketing, mais beaucoup tout ce qui était dermatologie, cosmétologie, naturopathie, huiles essentielles et compagnie et suite à ça, en fait, je suis rentrée directement commerciale dans un laboratoire. Ensuite, je suis passée directrice sur la moitié France chez Léa Nature, qui est un gros groupe, un gros, une entreprise, en fait, qui fait beaucoup de bio et j'étais dans la partie cosmétique pharmaceutique. D'accord. Jusqu'à il y a, 3 ans et quelques, où j'ai fait un big burn-out. Pétage de câble parce que j'étais, jamais chez moi, bien que j'adorais ce job, c'était plus possible du tout et du coup, j'ai fini par démissionner et en fait, 3 semaines plus tard, je me lançais, à mon compte dans l'entrepreneuriat, pour lancer mon tout premier programme de naturopathie, qui est le programme Body Detox, que tu dois sûrement connaître, qui était, voilà, Ouais. mon premier programme. Mais c'était très, très basé alimentation, quand même scientifique. On reconnaît quand même vachement mes traces scientifiques dedans.
J'étais très, très, très fitness et en fait, c'est, déjà en devenant entrepreneur et même en partant, en fait, ensuite en voyage que je me suis dit, «En fait, ma vocation, c'est pas ça». J'ai un autre truc, j'ai une passion pour, le fait, d'aider les gens, épanouir les gens, faire en sorte qu'ils reprennent le pouvoir vraiment sur leur vie. Je sais que j'ai du leadership et j'ai envie de le travailler en plus de ça. Il faut que ce truc, j'en fasse quelque chose et si tu veux, c'est comme ça que j'ai vraiment trouvé mon pourquoi je me lève le matin parce Mmh que je mh. sais que, il y a plus grand que tout ça encore et il y a tellement de gens sur terre et tellement de choses qu'on devrait apprendre à l'école et voilà donc en gros, non, c'était pas du tout, enfin, c'était pas du tout prévu comme ça. Ça a vraiment été un virage à 180. D'ailleurs, j'ai eu très, très peur, notamment sur mes réseaux sociaux, de prendre ce virage-là parce que je me suis dit: «Attends, c'est un aspect de moi que personne ne connaît. Mmh. Comment ça va être pris?» parce que je sais qu'en France, c'était un petit peu nouveau. Donc je me suis dit: «Bon, on tente, je vais montrer ce que moi j'aime vraiment» et en fait, ça a pris donc hyper heureuse. Ouais, bravo. Franchement, je pense que tu es vraiment en tout cas une figure, du coaching française Ah bah, merci beaucoup. qui est assez, admirable. Bravo, bravo pour ça, Chloé. Merci Et du coup, beaucoup. tu as défini, une méthode Bloom. Donc c'est tout Alors un protocole que tu as défini, que tu as développé dans l'objectif d'atteindre un certain niveau d'épanouissement et finalement d'accomplissement de soi? Alors, j'ai pas défini forcément la méthode Bloom, je dirais plutôt qu'en fait, je dis en fait ce qui me semble évident, primordial et je dirais plutôt que la méthode que j'ai définie, c'est celle de RISE. Où en fait, pour moi, il y a il y a des choses qui sont vraiment primordiales, qui sont, le fait de se responsabiliser par rapport à sa vie et le fait notamment, tu vois, d'ouvrir le champ des possibles, de se rendre compte qu'en fait, si quelqu'un l'a fait avant nous, c'est que nous, on peut le faire. Mmh. Et c'est ce que j'arrête pas de répéter constamment, constamment. Mon job, c'est d'inspirer à inspirer, comme je le dis souvent. Mmh. C'est juste de dire aux gens: «Je suis pas mieux que vous, c'est juste que si je le fais, vous pouvez le faire». Donc il faut arriver à voir au-delà de toutes les limites qu'on se met, de tout le plafond qu'on se met au-dessus de la tête, se responsabiliser un peu et se dire: «Attends, en fait, faut arrêter de blâmer les autres pour ce qu'on vit et arrêter de se dire que notre bonheur dépend d'autres personnes». On se responsabilise, on se rend compte qu'en fait, on peut le faire parce qu'il y a plein d'autres gens qui y sont arrivés et on y va et on lâche pas et c'est une quête. Donc en gros, c'est vraiment ça. Après, en effet, la méthode que j'utilise moi vraiment dans mes coachings, c'est beaucoup basé, sur tout ce qui est programmation neurolinguistique. C'est Mmh. beaucoup basé sur une chronologie qui est bien particulière parce que je suis, infiniment persuadée que, seule la pensée positive ne suffit absolument pas et que ça a vraiment ses limites et qu'il faut, souvent aller, creuser et défaire des nœuds qui sont beaucoup plus profonds et qui sont là vraiment depuis l'enfance. Donc je dirais que c'est vraiment plutôt ma méthode et que c'est pas plutôt de dire, voyez le côté positif des choses et cetera. Tu vois? Je suis certifiée en psychologie positive, mais c'est pas ce dont je me sers le plus moi dans mes coachings. C'est vraiment plus, tu vois, de les thérapies cognitives comportementales, en fait. D'accord. Mmh. OK, ouais, Voilà. je comprends bien. Mmh, mmh, Et mmh. alors, quel est le rôle du mental pour toi dans une transformation positive? Toute la base. Toute la base. Hem, alors je ne sais pas ce que tu appelles mental. Est-ce que c'est conscient, subconscient, les 2? Ça va être les 2. Ça va être un OK. peu cette capacité à venir, j'aime bien le mot «jouer» parce que tu vois, j'ai eu un docteur en neurosciences qui avait, c'est vrai qu'au début, moi, je pouvais avoir un peu une tendance à parler de dompter son cerveau, de Mmh conditionner mh. son cerveau et lui, il me disait: «Il faut qu'on joue avec ce cerveau parce qu'en fait, c'est vraiment nous et on a Mmh. cette capacité à jouer avec lui». Donc finalement, le mental, c'est ce qui va être, l'outil qui va nous permettre de jouer avec notre cerveau. Complètement. Complètement, en fait, sachant que, notre mental, comme je dis souvent, il est composé pour moi, hein, du conscient et du subconscient et qu'en fait, il y a une partie de ton cerveau qui est le cerveau reptilien, qui passe son temps à essayer de te hacker. Tu vois? Ça rejoint vraiment la notion de jouer justement. Il passe son temps à essayer de te hacker, en fait, à essayer de pirater un peu les autres parties de ton cerveau et du coup, va falloir que tu joues avec lui en disant: «Ah ta 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 ta, tu vas pas m'avoir, c'est moi qui ai toujours, raison là-dessus, je le sais. Tu veux jouer? OK, on va jouer, il y a pas de problème». En gros, c'est un petit peu ça et effectivement, tout se passe dans le mental, que ce soit dans le conscient ou dans le subconscient et d'ailleurs, il y a une énorme partie des choses aujourd'hui à régler qu'on a tous chez nous qui sont vraiment stockées dans le subconscient et le subconscient, c'est, un enfant de 3 ans, en fait. Notre Mmh. subconscient, c'est un enfant de 3 ans qui fait ce qu'il veut quand il veut, qui a juste envie de suivre des ordres, peu importe lesquels on lui donne et qui range, tout en bazar, en fait. C'est comme une chambre vraiment, en plein bordel, comme j'aime souvent à le dire et en gros, tu as des choses qui vont faire redescendre toutes ces informations dans le conscient et de vraiment permettre de pouvoir les ranger. Et donc, tu vois, ces choses-là, ça va être, bah, tous les outils qu'on va utiliser en thérapie ou quoi que ce soit. Mais oui, ton cerveau, il y a une grosse partie de ton mental qui est c'est un enfant de 3 ans, donc il faut jouer avec lui et il faut,
C'est même pas lui apprendre, en fait, il faut vraiment apprendre à le connaître toi, en fait. Mmh. Donc c'est super Et intéressant. Mmh. et comment toi tu as réussi à jouer finalement avec ton cerveau? Parce que j'imagine qu'il y a eu la faille, la rupture entre, ben, le burn-out que tu as malheureusement, connu et Mmh. puis ce rebond, d'entrepreneur. Comment tu as réussi à reprendre un peu le dessus sur tout ça? Et ben, écoute, je dirais qu'il y a eu plusieurs, étapes parce qu'en réalité, le burn-out j'ai compris, en fait, que j'avais fait un burn-out, que longtemps après, dans le sens où, en fait, on avait beau me poser un diagnostic dessus, moi, je me disais: «Mais non, mais tout va bien, mais enfin, tout va bien». Je savais que ça allait mal, mais je savais que j'allais m'en sortir quand même. Mais je m'étais pas rendu compte de à quel point c'était un burn-out et j'en étais responsable parce que c'était lié à des croyances que j'avais et cetera. J'ai pris vraiment conscience de ça que plus tard. Donc le rebond, si tu veux, à cette époque où j'ai eu le burn-out, j'ai pas créé ce rebond parce que j'avais aucune connaissance, hein, dans le dev perso, je savais même pas ce que c'était, en fait. Enfin, moi, de loin, je m'imaginais que c'était un truc pour les gens un peu illuminés, tu vois? Mmh. Donc vraiment, j'étais pas du tout dedans. Je dirais juste qu'en fait, il y a eu plusieurs failles, comme tu dis, dans ma vie, des cassures. J'en ai eu au niveau des ruptures amoureuses, très difficiles où j'ai fini sous antidépresseurs, anxiolytiques et cetera. J'ai eu ce burn-out, j'ai eu mon départ, à l'autre bout du monde qui a été très difficile aussi. J'ai fait la dépression de l'expatrié en arrivant sur place pendant bien 2 mois. Et en Mmh. fait, ça a été que des cassures comme ça et jusqu'à en Australie où je me suis dit: «En fait, attends, là, je suis exactement où je veux, mais je suis à l'autre bout du monde et en même temps, je suis pas heureuse où je suis, mais je voudrais pas être ailleurs». C'est que mon cerveau, il y a un truc qui tourne pas rond et qu'il essaie de me dire des choses, il va falloir que je les comprenne. Mmh. J'ai commencé à lire des bouquins et en fait, ces bouquins-là, c'est pas que ça ne m'apprenait rien, c'est que ça mettait des mots sur tout ce que je pensais, sur tout ce que je ressentais et je me suis dit: «OK, ce truc, j'ai la fibre pour ça et ça m'explique tout, en fait. Donc je vais travailler sur toutes mes failles comme ça, en fait, clairement et c'est ce qui s'est passé et après, j'ai eu des grosses failles aussi dans mon couple. Ça a été une année qui a été, hyper, hyper, hyper dure pour mon couple, l'année 2019, par exemple. J'ai eu des failles aussi au niveau de mon physique, ça a été très difficile. Bref, il y a eu plein de choses et c'est à chaque fois, en fait, en travaillant sur ces failles-là que j'ai compris, en fait, ce qui se passait chez moi, que j'ai compris mes insécurités et j'ai pas forcément fait un travail particulier sur ça, tu vois, sur chaque point, mais je me Mmh. suis beaucoup renseignée, cultivée, beaucoup, beaucoup analysé, beaucoup observé, beaucoup pensé, beaucoup médité et à chaque fois, je me disais: «Ah ouais, en fait, mes premières pensées, c'est ça. C'est l'enfant de 3 ans dans ma tête», alors qu'en réalité, si je prends un petit peu de recul, c'est vraiment différemment que ça se passe. Je suis pas en train d'expérimenter la réalité que je pense expérimenter. En gros, c'est un peu ça. Ouais, je Donc quand comprends. tu dis ouais, quand tu dis jouer, c'est vraiment ça, on est dans Matrix tout le temps. En fait, c'est un Mmh, peu ça. mmh, mmh. C'est clair, c'est clair. Et alors, entre énergie, corps, esprit, à quel point pour toi ces 3 éléments sont liés et interfèrent ensemble? Alors, à quel point c'est lié? C'est que tout d'abord, je suis intimement convaincue que notre esprit régit aujourd'hui, la très, très grande majorité des des maux qu'on a dans le corps, mais pas uniquement les maux, pas uniquement les maladies. Ça régit aussi, toute la manière dont on va, se tenir, notre posture, notre physiologie et cetera. C'est la même chose, dans le cas inverse, toute la manière dont on va se tenir, notre posture, les mots qu'on va avoir et l'attitude qu'on a, le comportement va aussi régir toutes nos émotions, nos esprits et cetera et l'énergie arrive plutôt au milieu, je dirais, parce que l'énergie, c'est vraiment le truc que tu as dans les tripes qui te donne ton équilibre. Par exemple, j'ai fait un énorme travail sur, mon mariage intérieur entre énergie féminine, énergie masculine et même sur, l'énergie que je dois donner aux autres quand on veut, leader des communautés et cetera pour vraiment faire passer des messages et se positionner en tant que leader. Il faut donner de l'énergie constamment, en fait. Même quand tu en as plus, il faut en donner Mmh. et du coup, j'ai vraiment fait ce travail-là d'énergie. En fait, l'énergie qui est ton équilibre, qui est ton à quel point tu es sûr de ce que tu fais, à quel point tu as envie que ça change et quel est l'équilibre aussi que tu veux trouver au milieu de tout ça. Qu'est-ce qui te draine ton énergie aujourd'hui? Qu'est-ce qui te «revigore» entre guillemets aussi? Donc tout ça pour moi, c'était vraiment très, très lié, savoir aussi s'ouvrir aux énergies des autres et tu vois d'ailleurs, c'est pour ça que je te disais au début du podcast, je me suis rendu compte que coacher en soi directement, c'est pas ce que je préférais, c'était mentorer, notamment parce que le fait de coacher des gens, c'est quelque chose qui me draine énormément d'énergie, Mmh. alors que le fait de mentorer et d'inspirer et d'enseigner, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Donc voilà, je dirais que vraiment que l'énergie pour moi, elle est vraiment c'est le savant mélange qui va permettre d'harmoniser tout ça. C'est un peu comme la sauce, la cerise sur le gâteau, tu vois? La sauce qui parfait le plat.
en gros. Ouais, bien sûr. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Et alors finalement, ce serait quoi ta vision du développement personnel et de la psychologie positive dans nos sociétés actuelles? On a vécu une période, très compliquée émotionnellement avec le Mmh, confinement, ouais. cette crise sanitaire. J'imagine que tu as eu d'autant plus de demandes, d'accompagnement et puis Ouais. de soutien, je dirais. Aujourd'hui, la vision du développement personnel, elle est quand même plus acceptée, je trouve, dans nos Ouais, je trouve sociétés. aussi, ouais. On en Mmh. prend beaucoup plus, conscience. Est-ce que tu penses qu'on a des modèles qui vont nous inspirer, comme les pays anglo-saxons par exemple? Est-ce que tu penses qu'on est suffisamment ouvert aujourd'hui à toutes ces pratiques, à toutes ces méthodes? Et finalement, est-ce que tu penses qu'on va, réussir à être sensibilisé, qu'on peut prendre soin de son esprit et que son esprit est un peu le moteur de tout ce qu'on va entreprendre? Je suis persuadée, ouais, qu'on va s'inspirer, des pays anglo-saxons. C'est quelque chose qui arrive partout dans le monde, hein. Ça fait des années que c'est, déjà, super implanté aux États-Unis, en Australie, je l'ai vu, c'est pareil, enfin, un peu partout et en fait, je suis super surprise depuis mon retour en France, là, vu que je suis rentrée pour le confinement, de voir à quel point justement la France a changé là-dessus. En Mmh. à peine 2 ans, je trouve que les mentalités s'ouvrent, je trouve que c'est de mieux en mieux accepté. Alors oui, on me traite encore toutes les semaines de gourou, on me dit que mes retraites, c'est une secte. Oui. Oui, bien sûr, mais je trouve quand même que ça change. Je trouve que même les gens qui étaient très réfractaires à ça s'ouvrent et se rendent compte qu'en fait, c'est pas, c'est pas un hobby, c'est pas un domaine de connaissance, c'est pas, juste une passion, c'est pas un métier et je trouve qu'il faut arrêter de dire, le développement personnel, c'est un sujet ou c'est une matière ou c'est quoi que ce soit. C'est juste un chemin, en fait et c'est très personnel. Personne n'a le même, on peut forcer personne à le parcourir. C'est quelque chose qui est extrêmement personnel et il y a pas de début, il y a pas de fin. C'est juste un chemin où tu apprends à te connaître toi et à trouver, toute la palette d'outils que tu as envie d'utiliser pour toi, aller mieux, aller bien, reprendre, le pouvoir sur sa vie. En fait, c'est toute l'aide que tu vas avoir envie d'apporter, toute la compréhension que tu fais de toi, de l'humain, de l'amour, de la société, de la vie, de tout ça. Donc finalement, c'est pas du tout, enfin pour moi, c'est pas un truc qu'on doit refuser en bloc ou un truc dont on doit, en gros, dans lequel on doit se perfectionner, tu vois? Mais je suis sûre et certaine que la France, s'ouvre de plus en plus. Je le vois vraiment. Je pense qu'il y a encore du boulot, bien sûr, mais je vois que ça s'ouvre quand même énormément et ça fait super plaisir d'ailleurs. Mmh. Après, faut pas oublier quand même qu'on a une histoire qui est tellement ancienne aussi, on a une culture qui est ancienne que je pense que c'est aussi ce qui fait qu'on est fermé, entre autres, à ce genre de choses, tu vois? Parce Mmh. qu'on remarque quand même que c'est, enfin, par exemple, pour les États-Unis ou pour l'Australie, c'est un truc qui est super, super, super implanté et c'est souvent des pays qui sont jeunes, en fait Ouais, et je je suis bien pense que d'accord. c'est très, très lié. Je pense que c'est vraiment très, très lié au fait que c'est des pays qui sont jeunes, il y a une histoire qui est moins ancrée aussi. Donc forcément, par exemple, la relation à l'argent, c'est pas la même, la relation avec l'entrepreneuriat, c'est pas la même, la relation au sexe, aux drogues et cetera, sont pas du tout les mêmes que, par exemple, chez nous ou en Europe ou dans les pays qui ont une histoire très ancienne, par exemple et je suis intimement convaincue que c'est lié. Donc je pense que ça mettra plus de temps, à être, très présent. Peut-être que ça le sera jamais autant, mais en tout cas, je vois que ça s'ouvre et en tout cas, enfin, tous les jours, je vois, je me dis: «Waouh, c'est cool». Moi, je pensais que les Français n'allaient pas aimer ce que je fais et en fait, j'arrive à impacter, des milliers de personnes donc c'est que oui. C'est Mmh. qu'on a toute notre place en faisant ce qu'on fait, Marion, j'en suis sûre. Ouais, je pense, très sincèrement aussi, je pense que le confinement, on l'a vu, il y a jamais eu autant de personnes qui ont pris en considération la méditation, Ouais, qui ont pris en compte, les un peu les médecines alternatives, comment se faire du bien, comment prendre du temps pour soi, ouais, comment se retrouver, comment, finalement, bah, se retrouver connecté avec soi-même. C'est des sujets qu'on a entendus plus qu'avant. ouais, je suis C'est complètement c'est d'accord, ouais. difficile, hein, de se dire que pendant les périodes de crise, c'est toujours ces moments-là où la source revient, C'est mais humain, ouais. mais je C'est pense très humain. qu'effectivement c'est humain et j'espère qu'on ne l'oubliera pas et d'ailleurs je voulais te demander, Chloé, est-ce que tu as des pratiques, des petits tips à toi, qui te font te sentir bien? Alors j'en ai eu par exemple dans des routines, des choses comme ça. Tu vois, par exemple, avant, je sais que je méditais vraiment tous les jours. Aujourd'hui, j'en ai plus forcément besoin. Et je suis pas spécialement pour le fait de se dire: «Il faut, absolument avoir des routines» et cetera. Quand on parle de routine de dev perso, j'ai un peu les cheveux qui se dressent sur la tête parce que je pense qu'il faut pas, se dire, «C'est en faisant ceci que j'aurai ça», en fait, parce que pour moi, Mmh. le chemin est vraiment intérieur. Par contre, oui, il y a des choses que je fais vraiment tous les jours, tout le temps. C'est concernant beaucoup, beaucoup ma physiologie, en fait. C'est tout ce qui est, maîtrise des émotions et gestion des émotions. Je sais, je sais à quel point mon langage corporel et ma physiologie jouent sur mes émotions et je fais toujours le tout pour donner le meilleur de moi-même
Donc c'est quelque chose, par exemple, tu vois, quand je me lève le matin, je vais tout de suite changer ma physiologie, je vais mettre de la musique, je vais faire en sorte de bouger sur place, de sauter, je vais ouvrir mon corps différemment. Je conscientise énormément, énormément la manière dont je me tiens, même par rapport dans mon couple, où je sais pertinemment que, en fonction de la posture que je prends avec mon corps, mon partenaire en face va pas interpréter du tout le même message de, si je suis en colère, si je suis ouverte à lui ou si je suis fermée ou si je suis un peu en rapport de force et cetera. Donc ça, c'est un truc que je m'impose constamment et que je fais vraiment toute la journée. C'est de beaucoup conscientiser mon corps, ma physiologie, la manière dont je me tiens, mes postures, le bien-être que je vais avoir, pour vraiment encore mieux gérer mes émotions, pour vraiment donner le meilleur de moi-même et pour être sûre de faire passer les bons messages. Donc que Mmh. ce soit avec de la musique, que ce soit avec des assouplissements, avec du yoga, avec, n'importe quoi, même avec des vêtements. En tout cas, j'ai plein d'encre même sur moi, tu vois? Des bijoux qui vont, j'ai des bijoux par exemple qui vont aller, se balancer vraiment au creux de ma poitrine pour me rappeler que, il faut que j'arrête de mettre les épaules en avant pour cacher ça et que au contraire, tu vois, je me tienne bien droite. J'ai vraiment des ancres là-dessus. Donc c'est vraiment ça pour moi le plus gros truc en tout cas que je fais. Le reste, j'ai gagné beaucoup d'autodiscipline parce que j'ai beaucoup, beaucoup répété, de méditation, des assouplissements et cetera, que c'est devenu des habitudes, donc j'ai plus Mmh. vraiment à me forcer si tu veux. Non, non, c'est clair. On est de Voilà, toute façon des êtres d'habitude, hein. J'en parlais justement exactement. encore avec ce docteur en neurosciences qui me parlait des sportifs de haut niveau qui ont, finalement tellement automatisé que c'est devenu quelque part, des habitudes et ils peuvent pas, casser la routine parce qu'en Mmh, fait, c'est trop devenu des automatismes. c'est ça. Hem Et je voulais te demander, si tu avais une belle histoire à nous raconter, une rencontre au cours de cette carrière de coach et de mentor? Ouais, j'en ai plein. J'en ai vraiment plein pour le coup. Hem, j'ai vu des belles personnes, des personnes qui m'ont fait des déclics. Bah, tu vois, par exemple, assez cliché, mais pour le coup, Tony Robbins que j'ai rencontré et à qui j'ai parlé en personne, moi, c'est quelqu'un qui m'a ouais, ça m'a vraiment rentré dedans, tu vois? Je me suis dit: «Ah ouais, attends, en fait, il y a un milliard de choses que tu ne connais pas, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre». Mais en fait, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées sur ma route cette année qui m'ont en tout cas, les plus belles rencontres que j'ai faites sur 2019, c'est des rencontres qui m'ont ouvert les yeux sur, mon énergie féminine et mon énergie masculine, notamment au sein de mon couple. L'histoire qui est pas forcément très, très belle, mais enfin si l'issue est belle, c'est que quand j'ai rencontré Chris, mon partenaire actuel, on n'était pas du tout compatibles, en fait. On s'aimait très fort, mais on n'était pas du tout compatibles. On était 2 énergies masculines constamment en train de se rentrer dedans. Il y avait beaucoup, beaucoup de friction, beaucoup de rapports de force et le fait de partir à l'autre bout du monde, c'est très, très challengeant, vraiment très challengeant. Notre couple a failli passer plus d'une fois. C'est vraiment, vraiment difficile à vivre et en fait, quand j'ai rencontré, une femme, 2 femmes, un homme qui m'ont vraiment parlé de ça, de ces mariages intérieurs, de l'harmonie que tu pouvais avoir et que j'ai vraiment réussi à travailler dessus. Je dirais que j'ai réussi à sauver mon couple, en fait. J'ai réussi à beaucoup plus m'ouvrir, à être la femme que Chris avait besoin que je sois là, chez moi ou même, au travail ou quoi que ce soit. Lui, il a réussi aussi à incarner l'homme que j'avais besoin qu'il soit et cetera et c'est ça qui est ouf, on en parlait encore hier, tu vois, au bord de la plage. On se disait au bout de 4 ans et demi, on est 20 000 fois plus compatibles que ce qu'on était il y a 4 ans quand on s'est rencontrés. Donc on est plus amoureux, on s'entend mieux, on s'engueule moins, alors que même au bout d'une semaine de couple, on s'engueulait plus que ce qu'on faisait aujourd'hui, tu vois? Ouais. Donc on a réussi à devenir compatibles juste en comprenant, en fait, cette harmonie, la psychologie de chacun, comment communiquer et cetera et je crois que enfin, pour moi, il y a pas plus belle histoire, c'est qu'on a vraiment, vraiment, vraiment failli tuer notre couple cette année et qu'en peu de temps, on a réussi à remonter la pente comme un roller coaster, hem, vraiment, en étant, encore mais 1000 fois mieux que ce qu'on a jamais connu et beaucoup plus en harmonie. Donc ça, ouais, je crois que c'est ma plus belle découverte. Je crois que c'est même plus qu'une rencontre, c'est vraiment, enfin, en tout cas, si c'est une rencontre, c'est la rencontre de nous, notre harmonie et de nos 2 âmes qui sont super compatibles maintenant, quoi. Je crois que c'est la Très plus beau. belle chose. Ouais, C'est très beau parce qu'effectivement, aujourd'hui, on baisse quand même malheureusement souvent les bras ouais, en je suis bien amour. d'accord. Ouais, je suis bien Donc d'accord. et donc de voir que quelquefois, il faut se battre, il faut Mmh. réussir à comprendre l'autre et la PNL, je pense que ça aide beaucoup aussi. Ah oui, ouais, ouais. Et alors, Chloé, quels seraient tes prochains challenges? Après c'est une question toujours difficile parce que parfois on fait un peu la théorie des petits pas et donc on se dit on pivote en fonction, des opportunités qui vont se présenter à nous. Mais est-ce que, déjà tu as des challenges que tu aimerais saisir, des Oui. rêves que tu aimerais accomplir?
Alors moi, les petits pas, du coup, pour le coup, je fonctionne pas trop comme ça, donc c'est plutôt D'accord. cool. C'est aussi ce qui fait que je m'impose beaucoup de pression, j'en suis bien consciente, mais c'est vrai que je suis pas du tout du genre à faire petits pas. J'aime beaucoup les gros challenges, j'ai un gros besoin de variété. Du coup, bah, là, par exemple, tu vois mes prochaines challenges, donc je suis en train de créer ma marque de vêtements éthiques et Ouais. mon challenge, moi, c'est vraiment de la faire, exploser, à l'international, notamment même aux États-Unis et cetera et j'aimerais avoir, tu vois, des boutiques plus tard, je pense d'ici 5 ans, un petit peu partout dans le monde, si possible et vraiment, avoir une égérie, que j'ai très bien en tête, américaine, que je connais bien. Donc en gros, voilà, ça, c'était un très, très gros challenge, vraiment très gros parce que c'est pas rien. Donc déjà, il y a ça. Et les autres challenges là que je vais avoir, par exemple, dans l'année qui va venir, c'est notamment l'ouverture d'un coworking. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui me challenge beaucoup parce que ça me faisait peur et que ça demande beaucoup, beaucoup de travail, mais je vais le faire parce que j'y crois dur comme fer. Et bah, écoute, j'ai décidé la semaine dernière de lancer mon tout premier séminaire de développement personnel l'an prochain, en avril, de centaines de personnes. Donc vu que ça va être extrêmement challengeant, je pense que je vais me prendre un coach pour me faire accompagner sur du public speaking, comment être une bête de scène, parce que Mmh. clairement voilà, j'ai des lacunes encore et je veux vraiment pouvoir être au top et donner le meilleur de moi-même pour que tout le monde reparte super satisfait. Donc ouais, gros challenge. Puis il y en a encore, d'autres, hein, même là avec nous en perso, on va pas mal se challenger. On a envie de faire des treks au Népal, on a envie de faire pas mal de choses, bien challengeantes. Donc pas de petits pas, que des grands pas, mais d'un autre côté, si ça se réalise pas exactement comme j'avais prévu, je sais que j'accepterai aussi. C'est pas grave. Mmh. Très Voilà. chouette. C'est drôle, j'ai une question, qui était pas du tout prévue, mais, tu n'as jamais souffert du syndrome de l'imposteur? Si, si. Ouh là là, si. Si, si, vraiment, quand je me suis lancée et encore récemment, hein, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que j'ai justement lancé ce premier programme, en fait, j'ai eu le syndrome de l'imposteur de: «Mais pourquoi les gens paieraient? En fait, pourquoi les gens paieraient pour ce que je fais?» Ensuite, je me suis dit: «Mais si les gens achètent et se rendent compte que je suis une imposteur», alors que, enfin, clairement, j'en suis pas une, mais c'était vraiment le truc dont je me persuadais, c'était en gros: «Mais en gros, si je réussis, tout le monde va voir que je suis une imposteur». Et vraiment ce truc, je l'ai trimballé pendant facilement 8, 9 mois, je dirais, la première année, donc tu vois, c'est quand même assez long. J'ai dû beaucoup Ouais. travailler dessus. Heureusement que j'ai un associé quand même qui, lui, était déjà passé par là et qui m'a dit: «Bah, voilà, ça, c'est le syndrome de l'imposteur que tu es en train d'avoir. Donc il faut bien que tu te rendes compte que si, que ça» et cetera. Donc j'ai pas mal bossé dessus aussi. Et puis là, récemment, avec Rise que j'ai lancé, donc j'ai lancé la première session de coaching de dev perso. Enfin, pourtant, tu vois, j'ai toutes les certifications qu'il faut. J'ai le parcours parce que finalement, ce coaching, c'est aussi mon histoire et tout. Ouais, j'ai eu un syndrome de l'imposteur à ne plus endormir la nuit le 1er mois, de me dire: «Mais en fait, est-ce que je vais décevoir tout le monde? Est-ce que, les filles, vont se dire que je suis une vaste blague, une vaste imposture?» Ouais, j'avais vraiment très, très peur. Donc si et puis même en ayant conscience que c'était un syndrome de l'imposteur et que c'était mon cerveau qui me jouait des tours, même en ayant conscience de ça, j'en ai quand même souffert. Donc j c'est aussi quelque chose que j'aime à rappeler, c'est que peu importe la psychologie positive, la PNL, toutes les thérapies qu'on fait, notre cerveau, il va constamment nous hacker de nouveau et on peut très vite retomber dans des travers. Je pense que c'est vraiment un entraînement et qu'il suffit pas de savoir, il faut constamment s'entraîner en fait à jouer avec notre cerveau. Constamment, constamment, constamment. Sinon ça Mmh. revient. Voilà. Ouais, si, faut jouer avec lui. Ouais. Hem et on arrive à la fin de ce podcast. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Moi, je c'est vrai que tu as une énergie même que tu arrives à transmettre alors qu'on ne se voit pas et qu'on s'entend, uniquement de chacune nos voix, en fait. Bah, merci beaucoup Marion. Est-ce que tu aurais un message, parce qu'en plus ton message, va vraiment avoir une sacrée portée, alors attention Chloé, hein, pas de pression. Ouh là là, j'ai la pression Marion. Quel serait ton message aujourd'hui pour, pour leur faire du bien et pour leur dire, de se donner, de donner le meilleur de soi-même pour aller au bout de ses rêves? Je crois que le message à retenir, c'est que peu importe la situation qu'on vit, même dans les situations qui sont les plus difficiles et vraiment même les situations les plus difficiles, on peut toujours, toujours, toujours reprendre le pouvoir sur sa vie. Il y a toujours une possibilité de reprendre le pouvoir sur sa vie, à tout niveau. On n'est pas des victimes de notre vie en réalité. Il y a eu un moment où on avait la possibilité de prendre le pouvoir et on l'a de nouveau. Et il faut vraiment conscientiser ça parce que vous avez un putain de super pouvoir que vous pouvez prendre sur votre vie pour décider d'une vie qui vous correspond mieux. Vous n'êtes pas obligé forcément de la subir. La seule chose, c'est qu'il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte que vous avez
ce super pouvoir-là. Il faut que vous puissiez peut-être demander de l'aide ou je ne sais pas, ou en parler vraiment pour vous rendre compte que vous avez ce super pouvoir-là. Mais vous l'avez, c'est sûr et certain, vous l'avez. Et le truc qu'il faut surtout retenir par rapport à ce super pouvoir, c'est que c'est en faisant des choix faciles constamment, en choisissant constamment la voie de la facilité qu'on a une vie qui est très difficile. Et c'est en faisant des choix qui sont difficiles qu'on a une vie qui est plus facile et plus agréable. Donc le pouvoir, c'est pas facile. Il y a la difficulté qui vient avec, mais en tout cas, c'est le seul et unique moyen pour moi de vivre une vie comme on a envie qu'elle soit. Mmh. Voilà. Super, merci beaucoup Chloé pour ton temps, pour tes messages, pour ton énergie positive. C'était un très beau cadeau que tu m'as fait, de participer au podcast Agoya Mam. Eh Donc un ben, mille immense merci. merci, Chloé. Plein de bisous, merci beaucoup. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci beaucoup à vous de nous écouter, d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous partager votre ressenti. Retrouvez-nous sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam pour ne rater aucune bonne énergie. Et nous espérons que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro, mais aussi perso, et surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite.